Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas trop contredire M. Putgan, on est quasiment d'accord sur tout. Il y a juste la sobriété, là, je dirais un petit mot quand même, où il y a une petite différence. Mais autrement, on est vraiment d'accord. Mais moi, je vais vous parler peut-être d'une réalité un petit peu plus locale, qui est un petit peu différente, même si je m'inscris complètement dans la conclusion de l'exposé précédent. Il faut qu'il y ait des décisions politiques. Et vous allez le voir, j'en parle aussi. Moi, je vais aborder la transition écologique, la transition énergétique à travers 3 crises que vous avez vécues, que vous allez vivre, que nous vivons aussi. C'est bien sûr l'urgence climatique, c'est tout ce qui est lié au risque de pénurie et la fluctuation des prix, puisque là aussi, c'est quelque chose qui vous touche très directement à titre privé ou à titre collectif. Parlons d'abord de l'urgence climatique. On a vécu une crise qui s'appelle le Covid, où la planète s'est arrêtée, où des moyens colossaux en termes humains, en termes financiers ont été dégagés, et puis pour trouver la solution. Aujourd'hui, on a une crise bien plus grande. La plus grande crise qui traverse l'humanité, c'est la crise climatique. Si nous ne faisons rien, si on continue au rythme actuel, c'est un suicide collectif. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et là, il faut des décisions politiques urgentes, massives et déterminées. Et à la différence du Covid, c'est qu'au Covid, on n'avait pas les traitements, on n'avait pas les vaccins. Là, comme l'a dit M. Putgan, on a tout. On a vraiment tout. Il suffit de moins consommer et de mieux consommer, j'y viens tout de suite. Donc la crise climatique, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, on doit agir, c'est notre devoir par rapport aux générations futures. Et puis, il faut avoir une société en rupture. Notre mode de vie n'est plus acceptable. Notre mode de surconsommation n'est plus acceptable. Il faut qu'on tranche, il faut qu'on change notre mode de vie. Et puis, il faut jouer sur l'incitation et puis aussi quand même sur la contrainte. Vous allez voir qu'en Suisse, on est beaucoup sur l'incitation, mais alors la contrainte, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment la carotte et le bâton pour que ça fonctionne. La philosophie de base pour l'énergie, mais ça pourrait être, vous pouvez la transmuter sur l'alimentation, sur la mobilité, sur tous les domaines de la vie, c'est premièrement de moins consommer. Premièrement de moins consommer, et là je vais vous montrer, il faut moins consommer l'électricité, même si, vous avez raison, en totalité on va plus consommer, mais on va avoir des nouveaux usages. Donc il faut moins consommer dans les usages actuels pour avoir la possibilité d'avoir des nouveaux usages qui sont moins polluants si on passe par l'électrique. La mobilité électrique, c'est moins grave que la mobilité à essence ou diesel. L'idéal, c'est de moins consommer, c'est de moins se déplacer, ça c'est sûr. Mais les déplacements sont utiles à la vie et le but, c'est de les faire d'une manière la plus douce possible, la moins polluante possible. Après, quand on a moins consommé, c'est de mieux consommer. Et vous verrez là, il y a plein de moyens. Et ensuite, c'est de compenser l'incompressible. Alors, on a des grands débats sur les compensations environnementales. Certains disent c'est juste pour se donner bonne conscience. Peut-être, mais il y a des compensations qui sont utiles, il y a des compensations qui sont très rentables en termes d'efficience énergétique, notamment en termes d'efficience écologique. Donc à un moment donné, sur l'incompressible, quand on a moins consommé, mieux consommé, l'activité humaine pollue, ça vaut peut-être la peine de compenser aussi. Et puis, comme je disais, c'est de changer notre mode de développement, c'est d'inventer une nouvelle société, et puis de rechercher l'essentiel, de se réjouir du fondamental. Là, dans plein de domaines d'activité humaine, là aussi, on peut se retrouver dans ce cas de figure, bien entendu. On voit, on a beaucoup trop aujourd'hui, et ça commence dès le plus jeune âge, parce que les enfants rêvent de nouveaux cadeaux alors qu'ils ne jouent plus avec leurs jouets actuels, parce qu'ils en ont tellement. Donc, c'est vraiment de rechercher l'essentiel, et je pense qu'on peut vraiment vivre toutes et tous beaucoup mieux. Le rôle de l'État fédéral, de l'État cantonal, mais aussi de l'État européen, de l'État mondial, est majeur. Il faut vraiment que les politiques définissent l'idéal. Une démocratie participative, parce qu'il faut que les gens agissent, il faut mettre en mouvement la population. Et aujourd'hui, les politiques, qui soient de gauche ou de droite, sont condamnées à décevoir. Toutes les partis politiques vous promettent la lune, et puis en 4 ans ou 5 ans, ça dépend des durées de législature, c'est impossible de réussir. Donc l'idée, c'est plutôt de montrer un but avec un délai atteignable. Quand on dit 2050, ça ne parle pas aux gens.
La moitié de la population sera morte d'ici 2050. Il faut qu'il y ait un objectif quand même qui rassemble maximum de personnes sur une durée plus lente. Et c'est le 2030, c'est quelque chose qui parle aux gens. Donc il faut des objectifs 2030, bien sûr, il faut avoir peut-être une vision 2050, et puis de dire que le politique, c'est un bout de chemin qu'on va faire ensemble. Et je pense que si le politique disait, voilà mes ambitions pour le futur, et voilà le bout de chemin qu'on va faire durant 4 ans ou 5 ans ensemble, eh bien, il y aurait plus de motivation, il y aurait plus de compréhension du message politique, et il y aurait plus d'adhésion. Et puis, le rôle du politique, c'est de fixer ce chemin à parcourir, mais aussi c'est d'impliquer la population. Aujourd'hui, la population a envie d'être impliquée, et dans tous les domaines d'activité, et l'énergie n'échappe pas à ceci, on voit quand on crée une communauté de personnes, et c'est ce qu'on essaie de faire à SIG, quand on implique les gens, quand les gens deviennent des consommateurs, des consommatrices, eh bien, il y a une dynamique qui se crée de manière plus importante. Et puis, l'État doit jouer son rôle régalien. Il doit de temps en temps contraindre. On est obligé, et plus on contraindra, je dirais, avec une certaine sérénité actuellement, moins on sera dans la contrainte future. Parce que quand on va arriver vraiment aux catastrophes, et on y arrive gentiment, chaque année on voit de plus en plus de catastrophes, eh bien on voit que l'autorité devient plus grande, et ça veut dire que pour éviter des excès d'autorité, il faudra agir le plus vite possible. Et puis les entreprises, quelles qu'elles soient publiques, privées, qu'elles soient grandes, petites, ont un rôle aussi éminemment à jouer. Les entreprises, aujourd'hui, sont très puissantes au niveau mondial, dans le cadre fixé par l'État, et je le rappelle, dans le cadre fixé par l'État, ce n'est pas les entreprises qui doivent fixer le cadre, eh bien, les entreprises ont un rôle éminemment important à jouer en termes d'entreprises citoyennes. Aujourd'hui, c'est peut-être une mode, mais ça va devenir de plus en plus important. On voit que les consommateurs, les consommatrices, les clients, les clientes ont envie d'avoir des entreprises responsables. Ça devient une identité d'entreprise, ça devient une image de marque, ça devient peut-être une mode, mais la mode, des fois, a des vertus. Eh bien, les entreprises doivent jouer ce rôle sociétal, doivent tenir compte de la volonté des consommateurs, des consommatrices, de mieux consommer pour le bien de la planète, mais aussi pour le bien du porte-monnaie. Si on prend l'énergie, quand vous consommez moins, c'est une manière aussi de moins dépenser pour l'énergie, et c'est le premier levier que vous devez faire. Donc une planète avec une économie responsable qui est créateur de valeurs, valeurs sociales, valeurs écologiques, mais aussi créatrice d'emplois. Les domaines de la transition écologique, les domaines de la transition énergétique, ce sont les domaines qui, aujourd'hui et demain, vont créer de l'emploi. Il n'y a pas tous les domaines qui vont créer de l'emploi, mais aujourd'hui, c'est ce qui crée. Et d'ailleurs, on aura un gros problème de formation, parce que M. Poudion a montré plein de choses qu'il faut faire, il faut des gens pour faire, et aujourd'hui, on ne forme pas assez de personnes pour relever les défis de l'urgence climatique. Donc il faudra former beaucoup plus. Alors au niveau suisse, je pense que la transition est possible, qu'elle est obligatoire. Alors c'est vrai que c'est une goutte d'eau dans l'océan du problème mondial. C'est clair que si nous, on est neutre au niveau carbone, ça ne va pas résoudre les problèmes de la planète. Mais on doit montrer que c'est possible. On ne peut pas donner des leçons aux pays qui consomment moins que nous à titre individuel actuellement, parce que même les pays qui ont des augmentations de consommation énormes, ils consomment quand même moins que nous au niveau individuel. Donc c'est un peu gonflé de notre part de dire hey, vous, les Chinois, les Indiens, arrêtez de consommer, parce que c'est vous, les grands consommateurs mondiaux, c'est vrai, mais à titre individuel, et pour le moment, ils consomment encore un peu moins bien que nous. Donc nous, on doit montrer que c'est possible. Et si on montre que c'est possible, premièrement, c'est un modèle qui est transportable, aménageable, parce qu'on ne va pas prendre les solutions suisses pour les mettre dans les autres pays, ce n'est pas la même réalité. Donc chacun a sa réalité, mais c'est possible. Et on peut devenir un domaine de compétences, on peut devenir un pôle de compétences au niveau mondial. Et là, je pense que c'est utile de le faire. Donc, comment faire? Eh bien, la première priorité, c'est d'économiser l'énergie pour avoir des nouveaux usages, pour aussi restreindre aujourd'hui notre facture énergétique, facture écologique, facture financière. Et c'est possible. À Genève, nous avons décorrélé la croissance économique de la consommation d'énergie. Jusqu'à présent, c'était la poule et l'œuf. On ne savait pas si plus on avait de croissance, plus on consommait, ou plus on consommait, plus on avait de croissance. Mais les deux courbes se collaient quasiment. Aujourd'hui, on a décorrélé. La croissance continue à Genève, et nous, on consomme de moins en moins, alors qu'on a une population de plus en plus grande. Donc nous, on a diminué à titre individuel environ de 30%. En tenant compte de la population, c'est quand même moins 8 à 10%.
au niveau de l'électricité, et il y a des nouveaux usages qui arrivent, il faudra en tenir compte. En Suisse, il n'y a pas de programme d'économie d'énergie. Le Conseil fédéral a beau dire « oui, il y a des programmes dans tous les cantons », ce n'est pas vrai. J'ai déjà débattu avec des conseillères fédérales, ce n'est pas vrai. Bien sûr, chaque canton, chaque distributeur d'énergie fait sa petite affichette, éteignez la lumière en sortant de votre bureau, ou faites attention aux achats de vos appareils ménagers. C'est très bien, mais ça, ce n'est pas un programme d'économie d'énergie. Ça, c'est de l'incitation. Les programmes d'économie d'énergie, c'est de l'investissement. SIG, on a mis 20 millions l'année dernière dans les programmes d'économie d'énergie pour que nos clients consomment moins. C'est un peu sadomaso, hein. Mais finalement, les hôpitaux, ils ne financent pas des programmes pour boire plus et fumer plus pour avoir plus de malades. Donc c'est notre responsabilité d'entreprise aussi d'encourager la population à moins consommer. Donc c'est 20 millions. Et encore, notre programme, il n'est pas d'un super dynamisme, on pourrait faire beaucoup plus. Nous, on ne le fait pas parce qu'à un moment donné, on est trop en décalage avec les autres. Mais à part Genève, un petit bout à Bâle, un petit bout à Zurich, et quelques villes, style Lausanne, Yverdon, etc., personne n'a un programme d'économie d'énergie. Et l'Office fédéral de l'énergie dit qu'on peut consommer 43% d'électricité en moins sans réduire son confort. Donc là, on a un vivier énorme d'économie de nouveau, de kilowattheures. On pollue moins, mais en plus, on paye moins. Donc c'est vraiment rentable pour tout le monde. Et il faut que les locataires et les propriétaires travaillent ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est des alliés contre nature sur les programmes d'économie d'énergie, notamment sur l'enveloppe du bâtiment, parce qu'ils ont peur, les locataires, des augmentations de loyer, les propriétaires des augmentations de coûts d'entretien, de rénovation et de construction. Mais franchement, ils ont tout intérêt à se mettre d'accord pour consommer moins. Donc ça, c'est vraiment un levier qu'on n'utilise pas assez en Suisse. Et là, maintenant, à Berne, il y a aujourd'hui des réflexions. D'ailleurs, les débats sont d'actualité. Hein, c'est ces jours qu'ils en discutent. Mais il n'y aura aucune contrainte. Il y aura juste de l'incitation. De nouveau, plein de cantons, plein de distributeurs d'énergie ne le feront pas, parce qu'aujourd'hui, l'énergie est en Suisse de l'imposition déguisée. Une partie des entreprises énergétiques suisses gagnent de l'argent, et ensuite, ça alimente les caisses des cantons, des communes, etc. Et il y a une hypocrisie totale à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment le premier levier. Au niveau des énergies renouvelables, hydroélectricité, on peut faire un poil mieux. Je crois que vous l'avez dit, mais c'est un poil mieux. Au niveau solaire, il y a du potentiel. À Genève, on a du retard, par exemple. Pendant des années, il n'y a rien qui se faisait. Il y a encore, d'ailleurs, si vous regardez les toits à Genève, la plupart des toits n'ont pas de panneaux solaires. Il faut qu'on développe le solaire. Le programme fédéral, c'est 20% de solaire d'ici 2030. C'est possible. Les programmes genevois vont dans cette direction, mais c'est du retard à rattraper. L'éolien, il faut qu'on en fasse. C'est de l'énergie qui produit l'hiver. On est faible en hiver en Suisse. Et aujourd'hui, on a 42 éoliennes en service. L'objectif, c'est pour avoir 10 à 15% de production éolienne, c'est 400 éoliennes à 500 éoliennes. Le VVF dit que c'est possible de conjuguer beauté des paysages et 400 à 500 éoliennes. C'est le VVF qui le dit. Et puis, il suffit de regarder nos voisins autrichiens. L'Autriche, qui est un pays 2 fois plus grand que la Suisse, qui a une géographie assez proche de la nôtre, il ne me semble pas qu'ils ont abîmé leur pays. Et eux, ils ont 1400 éoliennes en fonction. 1400, et ils prévoient d'en faire encore plus. 2 fois plus, 1400, nous, on est à moitié de l'Autriche, 42. C'est lamentable. Et il y a plein de projets qui sont prêts à démarrer. Il faut juste un contexte politique courageux pour que ça démarre. Il faut arrêter. Et on dit toujours que c'est les milieux environnementaux et les patrimoniaux qui s'opposent. Il y a quelques oppositions. Mais la plupart du temps, les dossiers sont coincés dans les administrations des cantons. Donc là, on a vraiment un travail à faire. Et puis, au niveau de la thermique, aujourd'hui, on se refroidit, on se chauffe essentiellement avec des énergies fossiles, du gaz, du mazout. Mais là aussi, on a du potentiel. À Genève, on a découvert qu'on a un potentiel immense au niveau géothermique. On va le développer. Environ les 2 tiers de la population pourraient être alimentés à travers de l'énergie géothermique. Et puis, on a le lac. Le lac, on l'utilise de plus en plus pour refroidir les quartiers, la Genève internationale, l'aéroport, le centre-ville, le PAV demain, et puis avec des pompes à chaleur pour chauffer l'hiver ces quartiers. Donc on a de l'énergie locale à disposition, et on n'est pas la seule ville en Suisse à pouvoir avoir le même potentiel. Donc on a les moyens de réussir.
Il faudra aussi, bien sûr, encourager le financement participatif, la mobilité douce, on en a parlé tout à l'heure, la formation des professionnels, et puis de nouveau le lobbying politique. Il faut décider et agir. On a vraiment tout pour réussir. Rapidement, 2 petites choses. Il me reste 10 minutes, ça fera 5 minutes par thème. La folie des marchés de l'énergie, parce que ça vous concerne. La ligne noire, c'est le marché du gaz, hein, au niveau européen. Jaune, ce sont nos tarifs. Donc les gens qui sont restés aux tarifs bénéficient de la ligne jaune. Alors bien sûr, si on tire un peu plus en avant, le marché était très favorable. À SIG, nous avons un conseil d'administration relativement politique. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens apolitiques. La totalité du conseil d'administration est opposée aux libéralisations de marché à cause de ça. La libéralisation, c'est une illusion. Pendant des années, ça a rapporté un tout petit peu. Aujourd'hui, les gens le payent cash. Les marchés sont complètement fous. Ça va être durablement un peu la folie. Et si vous êtes lié au marché, vous allez avoir continuellement des augmentations, des diminutions, des augmentations, des diminutions. Ce n'est pas prévisible. Ça peut changer en 2 secondes. Et ça, ce n'est pas bien pour les collectivités publiques que vous représentez. Si on regarde l'électricité, c'est la même chose. Malgré l'augmentation qu'on vient de décider au niveau de nos tarifs, regardez, on reste encore bas par rapport à la folie des marchés qu'il y a eu ces derniers mois. Donc l'énergie, c'est un produit stratégique. Et à partir de là, c'est un produit où le marché réagit très très mal. Le marché, il est bien pour plein de choses, mais il est mal pour l'infrastructure de base. Quand on commence à libéraliser l'infrastructure de base, ça ne joue pas. On voit avec les réseaux de routes dans certains pays, on voit avec les réseaux de transport ferroviaire dans certains pays. Et puis, ça ne joue pas non plus quand il y a des produits stratégiques comme l'eau ou l'énergie. On a besoin de régulation, que ce soit une régulation européenne, une régulation suisse, mais on a besoin que l'énergie soit pilotée par le politique. Parce qu'on a besoin de long terme, moyen et long terme. L'économie est plutôt sur le court terme. Et puis, on a besoin de définitions stratégiques. Et ça, c'est une revendication qu'il faut entendre. Parce qu'aujourd'hui, à Berne, il y a des gens qui, en voyant les schémas que je vous ai présentés, se disent on n'a pas libéralisé assez le pays, quoi. Et ils sont en train plutôt de prévoir la libéralisation totale du marché, soi-disant pour faire plaisir aux Européens. Mais les Européens, ils s'en foutent d'alimenter monsieur X ou madame Y. Pour le moment, ils peuvent alimenter les grosses entreprises. Ils peuvent investir dans les entreprises énergétiques. On a vu EDF qui est arrivé dans Alpic. Ils sont repartis, hein, d'ailleurs. Donc ça ne devait pas être si intéressant que ça. Donc aujourd'hui, la libéralisation suffit à l'Europe. Ils jouent avec la libéralisation totale du marché de l'électricité et du gaz pour faire pression, pour avoir des accords sur d'autres thèmes, notamment bancaires, fiscaux, etc. Donc le Conseil fédéral, là, doit aussi maintenir le cap et dire non. En Europe, ça ne donne pas des effets très positifs, les libéralisations de marché, on ne va pas vous copier sur un mauvais système. Donc là aussi, il y a un vrai message à faire passer au niveau politique. Juste que vous compreniez, quand l'énergie augmente sur les marchés, nous, on augmente un peu nos tarifs. Vous avez vu, pas en proportion. On essaye d'avoir une planification moyen-long terme. Et là, j'incite les collectivités publiques, franchement. Alors, vous ne pouvez pas revenir aux tarifs pour celles qui ont tenté le marché. Par contre, vous pouvez revenir avec un approvisionnement un peu plus prévisible, avec des contrats un petit peu plus long terme. Aussi des divisions de contrats. Hein. Pourquoi pas faire un contrat un peu plus sur le long terme et un contrat un peu plus sur le court terme pour gérer un peu les risques, un peu comme les taux d'intérêt finalement. Parce qu'il faut faire attention aux à-coups des marchés qui sont dramatiques pour les populations, quoi. Et nous, on subit aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur. La consommation, c'est 2,5 TWh. Nous, on produit à Genève environ, au niveau de l'électricité, environ 25 à 30% de la consommation de Genève. Le reste, on l'achète. Donc, quand les prix sont hauts, on achète haut. Quand les prix sont bas, on achète bas. Mais on achète. Donc, nous, on est très, très dépendants, bien sûr, des marchés. C'est pour ça qu'on doit produire aussi beaucoup plus à Genève. C'est aussi pour ça qu'on doit économiser de l'énergie pour être moins dépendant des autres. Juste la pénurie, pour les 5 dernières minutes, vous montrer que la pénurie, comme M. Poutgen l'a dit, hein, on a eu de la chance, on a eu une météo très clémente. C'est là-dessus qu'on a fait vraiment les belles performances, qu'on dit la population a beaucoup économisé. Franchement, si on enlève les effets météo, ce n'est pas terrible. Mais il y avait de nouveau beaucoup d'incitations, peu de contraintes, parce que les risques étaient très faibles, il faut l'avouer.
Je peux vous dire que nous, on était très étonnés de la position du Conseil fédéral qui annonce qu'il y a un risque de pénurie, alors que nous, on voyait plutôt, on avait les estimations des météorologues qui nous disaient que le risque était faible. Et nous, on a vu que ça créait un sentiment de panique pour pas grand-chose, et ça déstabilisait beaucoup les marchés. On avait des installations à l'arrêt, et là, en Suisse, mais en Europe aussi. Et c'est vrai qu'il y a une désynchronisation de la sortie du nucléaire que j'ai toujours souhaité, que SIG a toujours souhaité, que Genève a toujours souhaité, mais avec les constructions de plan B. On a des moyens, mais il faut les mettre en place. Et là, on a décorrélé complètement les situations. On coupe les centrales, mais on n'a pas forcément les remplacements. Alors que, de nouveau, on a la possibilité de le faire. On a le risque de pénurie du gaz, bien sûr. Celles et ceux qui ont cru que M. Poutine allait couper les robinets, franchement, couper les robinets quand c'est la source de financement d'un pays, à part montrer son pouvoir, moi je pensais qu'il allait le faire quelques jours, mais qu'il allait vite rétablir. Donc le risque était quand même assez faible. Et puis, comme vous l'avez montré, hein, ça ne vient pas tout de Russie, même si on doit jouer très solidaire. Les remons avec Gaznat, on avait un peu prévu le truc, puis on a décidé d'être moins dépendant des Russes. Donc on est dépendant de 23% à peu près, les Suisses allemands de 50%, on se disait on est pas mal, mais Berne nous a dit solidarité. Donc ce qu'on avait fait comme prévision, en fait, on l'aurait un peu subi, mais tant mieux. C'est normal que dans un petit pays comme ça, on joue solidaire, et c'est bien la preuve, de nouveau, que le politique a un rôle majeur à jouer, et qu'en état de crise, c'est le politique qui décide. D'ailleurs, quand vous regardez le schéma de la pénurie, c'est le Conseil fédéral qui prend les manettes, avec les distributeurs locaux, mais c'est le Conseil fédéral qui décide, et bien sûr avec le canton, et avec les collectivités publiques. La task force qui a été créée à Genève va dans ce sens-là, mais c'est quand même, s'il y a des vrais risques de pénurie, s'il y a des vrais risques d'approvisionnement du pays, c'est le Conseil fédéral qui prend les manettes, comme il l'a fait au niveau du Covid. Ce qui montre bien que le politique ne peut pas être complètement en marge et laisser que les marchés agir sur le monde de l'énergie. Je saute ça, c'est aussi la même chose, de nouveau, qui montre le pouvoir politique en termes de crise. Avec un petit mot de conclusion, pour vous dire que l'État doit piloter, l'État, les collectivités publiques, quel que soit le niveau de gouvernance, les entreprises publiques, et puis que les entreprises privées, petites, grandes, moyennes, ont un rôle hyper important à jouer, comme je disais. C'est vraiment l'addition de ces deux, c'est pas un affrontement, hein, c'est la synergie entre le monde politique et l'économie au sens large du mot, pour pouvoir, bien sûr, gérer les crises, créer de l'emploi et donner du sens, stimuler l'innovation, et puis avoir des bénéfices sur une économie durable et responsable. C'est quand même dans cette direction qu'on doit travailler. Merci de votre attention.